premier souvenir d'enfance, c'est d'avoir été à quatre pattes près de ma maman dont les pieds utilisaient une machine à coudre Singer et elle m'a fait signe de me pousser de la machine à coudre pour pas que je prenne un coup. Et je me rappelle de ses pieds qui faisaient ça. Il y en a un deuxième qui a dû approcher la même époque, c'est que j'étais sur une chaise haute et dans la cuisine et j'ai renversé du chocolat chaud et moi ça m'a fait mal mais surtout tout le monde s'est mis à crier que c'était terrible et donc c'est l'émotion des autres, c'est après ma douleur il y a eu l'émotion des autres et la troisième qui doit être pas très loin c'est que je me rappelle que ma sœur qui avait donc c'était avant l'âge de 1 an puisque j'ai dû marcher vers 11 mois donc ma sœur atteignait les portes de poignée et en position debout. Et je me disais qu'il me tardait d'être capable d'avoir la position debout pour pouvoir atteindre les portes de poignée. Et je regardais ma sœur comme un objectif à atteindre, c'était de lui ressembler. Et sinon, donc au moment où je la regardais, j'étais à quatre pattes. Donc j'étais pas capable de me redresser. Un rêve qui revenait souvent quand j'étais petit, il y avait celui de partir avec un groupe de gens sur une autre planète pour créer une communauté. Et il y avait cette idée de la description du vaisseau spatial lui-même. Donc ça revenait souvent et après je me suis mis à fabriquer avec des planches une sorte de vaisseau spatial qui avait des réacteurs qui étaient faits avec des tuyaux de tissu qui servaient pour le tissu du magasin de mes parents. Et il y avait un petit siège et il y avait un volant. Et c'est ce que je dessinais. Je dessinais le vaisseau avec le groupe de gens qui partaient pour aller sur notre planète. Ce que j'ai fait cette nuit, alors cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une sorte de club de vacances dans lequel il fallait que je trouve où on allait prendre le petit déjeuner et que tout le monde me disait une direction et au moment où j'arrivais c'était pas le bon endroit et je me disais bon c'est pas grave je vais peut-être me priver de petit déjeuner après tout c'est pas indispensable que je prenne un petit déjeuner. Quand j'étais enfant je voulais être inventeur dans les films celui qui m'amusait c'était toujours le personnage qui fabriquait des tas de machines. Je me rappelle, il y avait un film, ça s'appelait Titi Titi Bang Bang, ça devait être un truc de Disney, dans lequel il y avait un inventeur fou qui fabriquait plein de machines, et le matin quand il se levait, ça lui amenait ses vêtements, ça lui amenait de la nourriture, ça lui amenait plein de choses. Et cette idée de faire des machines qui allaient se déclencher automatiquement dès le réveil pour me servir ce qu'il me fallait, ça me plaisait beaucoup. Et puis cette idée de construire le vaisseau spatial pour quitter la planète. Mes parents étaient commerçants à Toulouse, ils avaient le magasin Silva et c'était un magasin qui se trouvait rue de la Pomme et je vivais dans les étages où il y avait le stock de vêtements et le stock de tissus et avec ma soeur on se cachait au milieu des vêtements et il y avait aussi, je me rappelle, les couturières qui faisaient les retouches qui m'accueillaient gentiment chaque fois. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un père admirable. Donc, je vivais dans il faut que je ressemble à mon père. L'une des valeurs qu'il m'a appris, c'est marcher vite. Donc, il marchait très vite. J'essayais tout le temps, entre-temps, de marcher aussi vite que lui. Il était il est plus grand que moi actuellement. Là, je fais 1,80 m, lui, il fait 1,90 m. Et il avait une grande démarche. Et je me disais, tiens, pour aller vite, il faut marcher comme mon père. Il y avait cette autre idée qu'il m'a donnée indirectement, c'est nager loin. Euh, je- quand j'étais avec lui, je me rappelle, il y avait tout le monde qui barbotait près de la plage et lui qui allait loin. Et j'essayais d'aller aussi loin que lui. Je me disais, pareil, quand je serai plus grand, je nagerai loin, pas avec tous les gens qui se retrouvent dans la piste et les bords et la pollution, mais aller le plus loin possible. Dans les autres valeurs, c'est des trucs pratiques, hein. Il y a ne pas mettre de gants.
Il disait que c'était pour les gens mous et fragiles qu'il y avait des gants et que je devais m'endurcir. Puis il m'a donné une grille de lecture de la géopolitique assez vite, qui faisait que je me suis intéressé à la géopolitique. Et la deuxième chose, c'est il m'a donné un goût pour la mythologie grecque, c'est-à-dire au bout d'un moment, j'ai compris que tout ce qui arrivait pouvait se retrouver en phase avec une légende de la mythologie grecque. Donc je me suis vraiment passionné pour la mythologie grecque. Ma mère m'a vraiment poussé au dessin parce que son propre père était peintre et elle avait l'idée que j'étais bon en dessin. Donc elle m'a très vite donné des crayons et des papiers partout où j'allais pour faire des dessins. Et il s'avère que à la maternelle, ils ont repéré que je dessinais bien. Donc au bout d'un moment, il y a eu une classe où on m'a autorisé à ne faire que des dessins au-dessus le reste des cours. Et donc, je me suis mis à faire des grandes fresques dans lesquelles je faisais au hasard des vaisseaux spatiaux, dans lesquels il y avait des gens qui partaient pour quitter la Terre et créer une communauté dans une autre planète. Ça, j'en faisais plein. Puis des chevaux. J'étais très fier d'arriver à faire des chevaux et des chevaux qui cabraient. C'était mon grand truc. Et j'avais déjà un défaut que j'ai eu par la suite, c'est la surcharge. C'est-à-dire, je rajoutais plein d'éléments. Au bout d'un moment, il fallait faire stop et je ne stoppais pas assez tôt. Donc, j'arrivais pas à repérer quand il faut s'arrêter. Et donc, c'était des grandes fresques avec beaucoup de personnages. Alors, dans les bêtises dont je me souviens, il y avait une, c'était au jardin des plantes à Toulouse. Je mangeais de la terre avec des cailloux. J'étais très attiré par la terre et les cailloux. Je mangeais du sable. Et ma mère m'a dit arrête de faire ça, c'est sale. Voilà. Mais j'aimais bien mettre tout à la bouche et goûter tout, donc les herbes, les morceaux de bois, je sautais tout. J'avais besoin d'avoir une information gustative sur le monde qui m'entourait. Alors, moi j'avais un problème d'inadaptation quand j'étais petit, une adaptation au monde. Euh, je me sentais mal partout. Appelons un chat un chat. À l'école, c'était pas terrible. Dans la cour de récréation, c'était pas terrible. En famille, on faisait que gérer en gros les problèmes de nourriture. Et j'aimais pas manger de la viande et on me forçait à manger de la viande. Oui, non, c'était une fuite. Les dessins, les rêves, les dessins, la lecture et l'écriture sont devenus des moyens d'inventer des mondes dans lesquels je me sentais bien parce que le monde normal me semblait difficile. Mais déjà pour une raison, c'est que j'avais pas de mémoire et notamment de récitation. Je me rappelle apprendre des récitations par cœur, pour moi c'était un défi insurmontable. Et sans me tromper, me souvenir même plus tard des dates des batailles ou des noms des fleuves. Tout ça, c'était insupportable. Et donc, j'avais pas des très bonnes notes dans tous les domaines où il y avait une mémorisation. Et j'avais des bonnes notes dans les domaines où on me demandait de créer quelque chose, de proposer quelque chose de nouveau. Par la suite, vu qu'on nous demande partout de retenir des règles et que je ne retiens pas les règles, ça m'a joué beaucoup de problèmes. Alors il s'avère que par la plus pure des hasards, j'ai rencontré Barjavel. Mais je savais que c'était Nyons, maintenant que tu me le dis. Enfin, je savais que c'était... ça m'était sorti de l'esprit. Ma tante, quand j'ai débarqué à Paris, donc vers 20 ans, j'ai quitté Toulouse pour aller à Paris. Et j'étais hébergé par ma tante qui s'appelait Dorette et qui avait un magasin bio. Et Barjavel venait chercher son pain bio tous les jours. Et donc une fois, je l'ai vu, j'ai pas osé lui parler. J'ai vu un vieux monsieur qui faisait ses courses. Voilà, mais c'était Barjavel. J'avais 20 ans, mais j'avais pas encore le courage de lui dire Eps, j'écris moi aussi des trucs, ça se peut qu'un jour on fasse le même métier, quoi.
toute façon, je ne suis même pas venu à l'idée que c'était un métier écrivain. Mais j'ai croisé Barjavel. Et en effet, je considère qu'il y a il y a un héritage qui commence pour moi à Rabelais, Jules Verne, Pierre Boulle, Barjavel. Et c'est l'héritage de la science-fiction et du fantastique français qui est peu connu malheureusement de nos jours. C'est la nuit des temps. Mais la nuit des temps parce que ça ramène à l'Atlantide et qu'à l'époque j'étais fasciné. Alors le premier roman qui m'a fasciné chez Barjavel, c'est La Nuit des Temps, tout simplement parce que j'étais passionné par l'Atlantide et que l'Atlantide, c'est l'un des thèmes de la Nuit des Temps. Cette histoire d'amour avec la dimension fantastique fonctionne parfaitement. Alors moi en 70, j'avais 9 ans. J'ai vu passer mai 68 à la télévision où on voyait des déclarations de Charles de Gaulle et puis on voyait des manifestants. Et puis à Toulouse, même dans les grandes avenues, on voyait les reliquats des batailles avec les grenades par terre, dégoupillées, les grenades lacrymogènes et les poubelles renversées. Euh, Moi, je l'ai vécu avec les Beatles. Pour moi, cette époque, c'était lié aux Beatles. À l'époque, c'était la mode yéyé. On considérait que avoir les cheveux longs, c'était une sorte de choix politique. Et moi, j'ai découvert les Beatles et j'ai adoré les Beatles. Pour moi, jusque-là, parce que ma mère était prof de piano, euh, donc je connaissais que la musique classique. Et tout d'un coup, avec les Beatles, je découvre autre chose. Et il s'avère que les Beatles étant très diversifiés, allant même jusqu'au hard rock par moment, ou allant dans la musique classique ou au jazz, les Beatles m'ont ouvert sur des tas d'autres musiques. Donc pour moi, 69, c'était la découverte des Beatles. Et après, j'ai enchaîné sur d'autres groupes. C'était Elton John et puis bien plus tard, Pink Floyd, Yes et Genesis. Mais c'est vraiment lié à la musique. Et de cette culture-là, j'ai une ouverture parallèle sur la science-fiction et sur la bande dessinée. Je lisais Pilote et je lisais Métal Hurlant. Je pense que ça doit être à cette époque-là aussi. Et Métal Hurlant, pour moi, c'était vraiment l'endroit où il y avait de la science-fiction française dynamique et très innovante. Alors c'est simple, j'étais passionné de sciences. Donc j'étais déjà dans un club d'astronomie quand j'étais jeune. Après, j'avais le petit chimiste chez moi. Je faisais des expériences, toujours la continuation de cette passion pour le métier d'inventeur. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté de m'intéresser à la nature, les fusées, la physique, les expériences, la chimie. Et notamment vers l'âge de 13 ans, j'avais commencé l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, dans laquelle je notais tout ce que j'ai rencontré de fantastique, qui était une sorte de cahier de connaissances, pour pas que j'oublie, précisément parce que j'ai hantise d'oublier. Et quand j'ai raté mes études de droit à Toulouse, j'ai fait criminologie et après j'ai fait du journalisme. Entre-temps, j'avais écrit un journal de lycée dans lequel je faisais déjà des articles de sciences et des scénarios de science-fiction. Et donc j'ai fait une école de journalisme, et l'école de journalisme, je me suis aperçu que j'étais le seul qui m'intéressait à la science. Donc quelque part, j'avais une spécificité. Et quand j'ai remporté un prix qui était le prix des cigarettes News, euh, de la meilleure idée de reportage, qui m'a permis de financer mon reportage sur les fourmis, euh, je me suis dit, je vais continuer dans cette voie. Donc des reportages sur ce qui me semble merveilleux dans ce monde, la nature, la science. Et au début, j'étais journaliste pigiste, donc je proposais partout des sujets. Et puis au Nouvel Obs, ils m'ont engagé de manière régulière. Et ils m'ont engagé parce qu'en fait, personne ne voulait être journaliste scientifique. Souvent, à l'époque, les journalistes scientifiques, c'était des scientifiques qui avaient fait des conneries et qui avaient été virés.
Donc ils se récupéraient en étant journalistes scientifiques, mais pas de journalistes qui voulaient être scientifiques pour une raison simple, c'est que c'était des littéraires et que pour eux il y avait une séparation entre le monde littéraire, qui était le monde des poètes et des gens inspirés, et le monde de la science, c'était le monde technologique, dur et froid. Et ça m'amusait de faire un pont entre les deux et de montrer que la science, ça peut être merveilleux et que c'est un domaine fantastique et passionnant. C'est pas du tout réservé aux gens en blouse blanche qui sont des experts. Voilà. Donc c'est par passion pour la science que je suis devenu journaliste scientifique. Et ça m'a permis de rencontrer des grands scientifiques, de faire des reportages, d'avoir accès à des laboratoires, à des tas de lieux extraordinaires auxquels j'aurais pas eu accès en tant que simple individu. Alors le grand avantage d'être journaliste scientifique, c'est qu'on peut s'intéresser à tout sans aucune spécificité. Un jour, je pouvais parler de la préhistoire, le lendemain, je parlais du cancer, après, je parlais des origines de l'humanité, après la conquête spatiale, après du sida, après, j'ai dû gérer Tchernobyl, après, je pouvais parler du cholestérol, des problèmes cardiaques, du mal au dos. C'était vraiment très éclectique. Et d'ailleurs, je crois que c'est mieux que pour moi, le métier de journaliste scientifique et le métier de scientifique, parce que précisément le scientifique ne connaît qu'un domaine. Et si j'avais été spécialisé en astronomie ou en biologie, au bout d'un moment, j'aurais tout fait, je me serais retrouvé dans une prison, tandis que là, je pouvais changer toutes les semaines de sujet, et ça me donnait une ouverture d'esprit bien plus large souvent que, que si on ne connaît qu'un seul domaine. Alors, moi, ma position sur tout, elle se résume à un mot, c'est agnostique. Donc il y a les croyants qui pensent par exemple qu'il y a Dieu, il y a les athées qui pensent qu'il n'y a pas Dieu. Et les deux cas, en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui détiennent une vérité alors qu'ils n'en savent rien. Ceux qui croient en Dieu ne l'ont pas rencontré, ou alors ils ont eu des intuitions très fortes, mais ils n'ont pas de certitude. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, de quel droit ils diraient qu'ils sont sûrs que ça n'existe pas. Donc le croyant et le non-croyant me semblent deux formes de limitation de l'esprit. Et agnostique, qui étymologiquement signifie sans connaissance, ça signifie je ne sais pas, donc je m'enseigne. Ça ne m'empêche pas d'écrire un livre comme Nous les dieux, dans lequel je parle du point de vue que pour avoir des dieux hypothétiques sur nous, ou comment des dieux peuvent être éduqués pour devenir des dieux efficaces. Ça ne m'empêche pas de parler des anges, de leur incarnation, de la vie après la mort, de la création de l'univers, mais j'en parle avec le titre de roman, c'est-à-dire que je n'ai pas de certitude, j'ai juste une hypothèse à développer. Dieu est une hypothèse. La position de je ne sais pas, je me renseigne me semble une position qu'on peut adapter à tout. Quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu qu'il y avait des croyances aussi dans le monde de la science. Par exemple, certains étaient dans certaines croyances au niveau des premiers humains, de ce qu'étaient les premiers humains, et il y avait différentes branches. Alors pour nous, ça semble une évidence, mais non, dans n'importe quel sujet, dès qu'on commence à approfondir, on s'aperçoit qu'il y a toujours deux tendances, une qui va à gauche, une qui va à droite. Pareil pour les dinosaures, pareil même pour le cholestérol, qui semble un sujet sur lequel tout le monde devrait être d'accord, mais non, il y a des gens qui pensent qu'il y a des abus sur les anti-cholestérol et d'autres qui pensent qu'il faut prendre des produits anti-cholestérol. Voilà. Mais on voit bien ce schisme sur le Covid. Covid-19, on voit, il y en a ceux qui sont pour le vaccin, d'autres qui sont contre le vaccin. La crise du Covid aura au moins montré qu'il n'y a pas un bloc de certitude scientifique avec des experts qui ont une version. Il y a en fait des tas d'experts, qui ont des versions différentes, voire antinomiques. Et c'est un monde où, au final, on a des intuitions. C'est-à-dire tous ces experts sont un peu comme Dr House, c'est-à-dire par moment, ils trouvent un truc, une manière de combiner les choses qui fait qu'ils arrivent à un raisonnement qui va fonctionner ou pas. Mais la plupart des scientifiques, en fait, n'impressionnent que les non-scientifiques, mais une fois qu'on rentre dans leur milieu, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si sûrs que ça de leurs informations. Et c'était un grand problème quand j'étais au Nouvel Observateur, c'est qu'ils voulaient tout le temps des titres, style on a trouvé un nouveau médicament contre le cancer.
Alors qu'en fait, ce que j'avais moi dans les conversations que j'avais avec les chercheurs, c'est on a trouvé une nouvelle voie pour, chercher un nouveau médicament, mais on ne pense pas trouver d'ici une dizaine d'années, et puis en fait on est sûr de rien. Mais cette hésitation et ce doute, on n'avait pas le droit de le mettre dans les journaux. C'est pour ça que j'étais pas si bien que ça comme journaliste scientifique, parce que je voyais bien qu'il y avait un doute et que ces gens-là étaient en fait au final dans des intuitions, mais j'avais pas le droit de le dire parce qu'il fallait dire la réalité c'est ça et les scientifiques disent que ça et c'est comme ça et puis c'est tout. Il y a un raisonnement humain logique qui est qu'une fois qu'une personne a fait sa carrière avec une information, elle considère que cette information est liée à sa carrière. Par exemple, un scientifique a découvert une théorie, il va dire c'est ma théorie, donc il ne va pas se remettre en cause, parce que va pas remettre en cause cette théorie, parce que ça le mettrait en cause lui. Donc il y a mais je crois que c'est pour tous les métiers, c'est pas que les scientifiques. Dès le moment où ils sont assis sur un trône, ils veulent plus bouger et ils considèrent que tous ceux qui leur disent ce trône c'est peut-être pas le bon, eh ben c'est des gens qui veulent les détrôner. Donc ils installent une mitrailleuse à côté du trône et ils flinguent tous ceux qui veulent les rejoindre, qui les remettre en question. C'est le propre de l'homme, c'est de vouloir tout sécuriser, boucler, consolider, faire des forteresses, et puis dire, bon, bah, il y a ceux qui font partie de la forteresse, qui sont mes copains, et qui sont tous d'accord avec moi, et ceux qui sont en dehors. L'une de mes idoles dans le domaine scientifique, tiens, je viens de voir un ovni au moment où je vous parle. Venez voir. Et le truc, là non, ben là, ça vient de disparaître. Bon, c'est pas grave. S'il le faut, c'était pas un ovni. J'en ai jamais vu. Non, mais bon, cela dit, ça reste pas longtemps, hein, c'est logique. Bon, j'allais dire, au-delà d'un ovni, j'ai vu un truc qui n'est ni un avion, ni un hélicoptère, ni un oiseau, qui vient de passer de manière bizarre, mais c'est peut-être une nouvelle sorte d'avion que je ne connais pas. En tout cas, tel que ça bougeait, c'était étrange. Virgule, on en était où? Du coup, ça me déconcentre. Oui, oui, non, je disais que dans tous les métiers, surtout avec l'âge, on a tendance à pas vouloir se remettre en question et à, et à consolider et à durcir et à fermer les portes, surtout à fermer les portes aux jeunes et aux gens qui proposent d'autres idées qui pourraient remettre en question. Et c'est très difficile de rester jeune d'esprit et de ne pas se scléroser. Et c'est un travail, je pense pour tout artiste, c'est un travail, c'est une attention spéciale à avoir, c'est-à-dire, zut, là je suis en train de devenir un vieux con parce que je répète des trucs que j'ai déjà dit et dont je ne suis pas sûr, et qu'il faut que j'envisage peut-être que le contraire fonctionne maintenant. Ça a fonctionné à un moment, mais ça ne fonctionne plus.